Alain Merville. Je suis un jeune de 55 ans qui a déjà derrière elle 30, presque 30 années de carrière dans l'industrie. D'abord semi-conducteur et après la carrière, une partie aéronautique, 19 ans dans les semi-conducteurs et 11 ans, 11 ans, 11 ans dans l'industrie de l'aéronautique. Plutôt toujours autour de l'humain, dans la transformation, ça a toujours été, bien que très technique au tout départ, vite tourné à l'accompagnement humain, donc le lean, l'amélioration continue dans un premier temps, pour devenir Lean Black Belt et expert Lean et Airbus au tout début, et coach agile à l'échelle, donc pour accompagner aussi les humains dans leur transformation, dans leur nouvelle façon de travailler et les changements qui accompagnent toutes ces transformations. Et donc aujourd'hui, tu as changé de métier. Oui, je suis en passe de changer de métier, donc à quelques mois. Il me reste à peu près 20 jours de salariat pour l'instant dans l'entreprise où je suis, avant de faire le grand pas et en travailleur indépendant, en full indépendant, on va dire, avec plusieurs offres de services que j'ai travaillé, que j'ai préparé en amont. Mais oui, il va y avoir un grand saut dans le vide, je ne sais pas. En tous les cas, un grand saut vers quelque chose que je vais complètement découvrir à plein temps, alors que voilà, jusqu'à présent, j'ai apprécié un peu de temps partiel pour tâter le terrain un petit peu et voir un petit peu comment ça se passait. Pour l'instant, je ne suis pas choqué. Et donc, j'ai envie d'aller plus loin maintenant et faire du plein temps dès janvier. Tu viens d'un secteur ou d'une entreprise qui est assez grande pour donner pas mal d'avantages sociaux. On va pas citer, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est assez particulier quand même de voir quand on vient du milieu des PME, de découvrir que dans les très grandes entreprises, en fait, il y a énormément d'avantages. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça impacte ta transition, ton jump professionnel, le fait d'être en train de quitter une très grande entreprise? Ce qui va manquer, bien sûr, par rapport à une grande entreprise, ben, c'est toutes les fameuses primes d'intéressement, les bonus, les primes. On va recevoir encore une prime là, pour la fin d'année. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont sûrement manquer parce qu'effectivement, c'est des choses dont on a pris l'habitude, alors qu'ils sont noyées dans les salaires tout au long de l'année. Des fois, en fait, on n'arrive même pas à dissocier ça. Ben, effectivement, on voit des salaires qui fluctuent, etc. On s'en rend pas compte. Et c'est sûr que tous ces avantages-là sont hyper intéressants. Et c'est justement ça, en fait, parce qu'on a toujours on sait qu'il y a un flux d'argent continu qui va arriver, etc. Et c'est ça qui fait peur, finalement, quand on veut changer. Et on se dit, mais oh, tu n'auras plus ça, en fait. Tu n'auras plus ces bonus, ces trucs, ces choses qui arrivent comme ça, comme par magie, euh, régulièrement sur ton compte en banque. Et non, il va falloir se les gagner, quoi, ces bonus-là, ou toutes les choses. Et après, euh, effectivement, on y prend goût. Et en même temps, moi, je me dis, bah oui, mais c'est aussi un frein. C'est un frein, une barrière à libère-toi. C'est une chaîne. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, je me dis, le seul frein, c'est ça. C'est toujours d'avoir ce fil à la patte. Ça sera toujours un fil à la patte. Et ça t'empêchera de te libérer complètement, de te dire, bah oui, mais à un moment donné, si tu n'as pas ça, tu fais comment? Et donc, pour moi, c'est en train aussi le fait de changer, de faire le grand saut, c'est de me dire, tu coupes le fil, au moins déjà bon, pour un an, puisqu'on Mm. nous offre aussi cette possibilité d'accompagner, d'avoir ces fameuses, dans cette grande boîte, d'avoir ces fameuses années sabbatiques, congés, années sans solde, il y en a années pour création d'entreprise, tout ça. Il y a des choses qui existent. Alors certes, euh, certaines fois, ou quand ça accompagne des plans, on est accompagné, on a un peu d'argent pour démarrer, mais on a toujours les moyens d'être une partie financée, donc il y a les moyens de tenter ça
de faire le saut en ayant une espèce d'airbag derrière, en te disant, bah, si ça marche mal, si ça va pas, dans un an, je suis capable de revenir au salaire équivalent, à un poste équivalent. Alors, on ne promet rien non plus, mais il y a quand même des minima dans la signature de ton contrat que tu signes pour pouvoir partir un an, et des règles à respecter, que tu peux faire et qui te permettent potentiellement aussi de revenir. Donc oui, ces avantages-là, c'est dommage aussi d'essayer de ne pas en profiter. Quelque part, tu peux aller tenter ton aventure entrepreneuriale et revenir enfin, si vraiment ça se passe pas bien, tu as cette place qui reste au chaud au cas où. Voilà, l'année sabbatique, bah, en fait, c'est une année sabbatique, on te dit, bah, à un moment donné, je pense qu'au bout de 6 mois, on te fait un solde de tout compte. Donc, il y a des choses qui se passent parce qu'ils préparent après ton départ, presque. Et Hmm. au bout de l'année sabbatique, bah, soit 3 mois avant, tu dois prévenir et dire, bah, est-ce que je reviens ou est-ce que je ne reviens pas. Donc, ça leur laisse 3 mois pour préparer ton retour. Et toi, ça te laisse aussi 3 mois pour décider, voilà, vraiment valider si oui ou non tu t'en vas, ou pas, où tu restes. Et puis, bah, après, tu ne reviens pas forcément dans ton équipe. Il y a aussi des désagréments possibles parce que la géolocalisation, bah, si tu habitais juste à côté de ton travail, tu n'es pas censé ou pouvoir récupérer un poste à côté de chez toi. Donc là, ils te proposeront aussi quelque chose. Donc, euh, et donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est pas tout rose non plus le retour potentiel. Donc effectivement, quand tu t'en vas, ben, tu laisses derrière toi quelque chose potentiellement. Hmm. Si tu n'étais pas forcément. Là, ça tombe bien, je suis dans une équipe qui est en restructuration. Il y avait beaucoup de changements, un nouveau manager, donc il y a peu de choses que je vais laisser, à part de toute façon des contacts que je vais garder, qui vont vraiment me manquer, en fait. Tu vois, aussi c'est pour ça aussi que je décide de partir, c'est que je suis à un moment dans l'entreprise où, voilà, je sais que j'allais de toute façon être en transition dans l'entreprise ou être en mobilité. Et plutôt que de faire de la mobilité pour l'entreprise, je vais faire de la mobilité pour moi. Ok. Et quand est-ce elle a germé cette idée de changer de métier et de passer à ton compte? Alors, ça a germé pratiquement il y a 7 ans, quand j'ai commencé. Alors, mon futur métier, c'est la facilitation graphique. Donc, c'est l'accompagnement graphique, visuel, autour des équipes vers une meilleure ou une simplification en fait des messages complexes qu'on en transmet ou qu'on communique, soit à travers des posters, soit à travers des rapports, soit à travers de voilà, ça touche la base, c'est le mind mapping, c'est la carte euh, heuristique, c'est ça, hein, heuristique, Ouais. on dit, d'informations, où il y a des messages, des mots-clés, des visuels, des pictogrammes, et comment j'ai aussi je suis monté en compétence sur ces domaines-là, en accompagnement de mon équipe à Saint-Éloi quand j'étais avec les équipes manufacturing. Et ça a commencé aussi par un manager qui m'a ouvert des portes, qui m'a dit, bah oui, mais vas-y, si tu as envie, va accompagner Hackathon. Et alors que le milieu n'était pas forcément favorable, ou en tout cas, les managers de dessus n'étaient pas favorables. Donc, j'ai commencé à prendre goût à ça, à me dire, oui, mais du coup, je suis capable, je vaux aussi. Alors, c'était à l'intérieur de l'entreprise, donc, et ça m'a permis beaucoup de monter en compétence sur ça. Donc, il y a 7 ans, participer à des événements internes. Et au fur et à mesure, donc cette compétence, je l'ai valorisée au sein de mon équipe quand je suis rentré dans l'engineering. Et à l'engineering, plus j'en faisais, plus on me renvoyait aussi le fait de se dire, mais Alain, mais qu'est-ce que tu fais là? Hmm. C'est, ton talent, tu pourrais aussi l'utiliser ailleurs, en fait. Parce Hmm. qu'effectivement, c'est très difficile de faire valoriser cette compétence au sein de cette entreprise. Euh, et c'est aussi des fois compliqué et dur d'entendre que c'est pas une compétence parce qu'on sait que c'est une compétence et on sait que les gens te le demandent. On sait qu'il y a une vraie valeur ajoutée parce que quand on voit le retour que te font les gens, les équipes que tu accompagnes sur ah ben oui, mais ça nous a aidé, ça nous a permis d'avancer, de mieux communiquer,
d'avancer en équipe, trouver des messages, tu vois, on a fait même des animations de team building d'équipe pour trouver graphiquement leur totem, c'est juste génial parce qu'on voit aussi comment quelle puissance peut avoir la communication visuelle et l'interaction des humains avec leur cerveau ludique et non plus logique quand une équipe commence à travailler autour de ça avec ces moyens-là, et bien en fait, elle se développe aussi beaucoup plus et il y a beaucoup plus de motivation qui se crée. Et donc moi, j'ai envie aussi de générer ça, sauf que j'arrive pas à m'exprimer complètement dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et on me ramène toujours dans des cases qui sont pas les miennes. Et donc ça, à force, c'est pesant et c'est ça aussi qui m'a fait dire change ou bouge ou trouve quelque chose. Plus la période Covid où on a eu des périodes d'inactivité. Et mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime pas faire rien faire. J'aime m'occuper. Donc ça a été aussi pendant la période Covid où pendant les heures de travail chômé, j'ai décuplé. Je faisais des graphismes, des illustrations. Tous les jours, j'en créais pratiquement une par jour. Donc voilà, j'ai plusieurs centaines d'illustrations maintenant que j'ai compilées dans un site en ligne qui s'appelle Redbubble, où je vends, où ça m'a permis de défouler ma créativité, mais en même temps, ça m'a permis de m'exercer graphiquement sur plusieurs domaines, voilà, exprimer à travers plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Mais oui, c'est tout ça qui, au fur et à mesure, m'a dit, mais en fait, tu commences à être assez confortable visuellement, enfin graphiquement, et à l'aise dans les outils que tu utilises pour pouvoir peut-être tenter ça à l'extérieur. Donc, ça fait 7 ans que tu explores la facilitation graphique. Tu es en train de faire cette transition d'un métier un peu technique à un métier beaucoup plus artistique. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi la vie d'un facilitateur graphique? C'est quoi les missions? Est-ce que tu es au fond de ta grotte à dessiner des trucs sur des grandes planches ou est-ce que tu te déplaces? Comment ça se passe? Alors, idéalement, mon métier il va être sur trois domaines. Juste l'illustration, mais pas l'illustration juste pour être illustrateur, l'illustration pour simplifier la complexité dans les communications, dans nos communications. C'est-à-dire que je m'adresse aussi dans mes illustrations aux entrepreneurs, aux entreprises, aux équipes qui ont envie de simplifier des communications qu'ils ont envie de communiquer ou d'échanger. Donc là, un exemple récent, c'est un responsable de marketing d'une entreprise qui a envie de simplifier carrément sa communication de ses activités. Il a fait appel à moi pour que je lui transforme sa page qui était lourde et qui n'avait pas de sens en quelque chose qui est clair, visuel et qui a du sens. Et sur lequel il peut pitcher les activités de son entreprise. Ça, du coup, ça peut se faire à distance, ça peut se faire dans ma cave, avec mon iPad et puis avec une visioconférence, puisque le monde du Covid a ouvert la possibilité de communiquer partout et n'importe quand, alors que ce soit sur une multiplateforme, sur Teams, sur Meet, sur Visio, sur Zoom, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment une activité que je peux faire à distance et sur lequel, après, c'est pareil, le mode de livraison, on n'a même pas besoin de se voir en temps réel, puisque le mode de livraison, c'est Dropbox, où une fois livré, voilà, il y a la livraison de fait virtuellement, on valide, et puis voilà, on facture. Il y a la partie enregistrement en temps réel d'événements. Donc là, ça s'appelle l'enregistrement graphique, où là, j'assiste à un événement, et là, j'ai besoin de me déplacer. Que ce soit alors, sur un événement où je vais livrer une fresque physique, donc des grandes feuilles à un, on appelle ça des cartons mousse, des cartons plumes, et c'est un assemblement de ces cartons plumes qui va devenir une grande fresque. Ça peut être ça, donc ça peut être une fresque qui va raconter l'histoire de l'événement. Ça peut être aussi digitalement exposé ou montré visuellement sur un écran ce qui est en train de se raconter dans une table ronde autour de l'événement ou les différentes, on va dire, les différents événements clés de la journée qui sont racontés visuellement au fur et à mesure de l'événement et puis présentés à la fin comme le résumé graphique de la journée. Ça,
c'est récupéré ensuite pour pour faire de la communication, etc. Même la physique aussi, des fois, elle est transportée, exposée dans des événements ou dans des sociétés pour qu'ils récupèrent ça et qui se rappellent finalement en regardant la fresque ce qui s'est passé et les éléments clés, les événements clés. Avec moi, j'aime bien mettre des petites anecdotes, des petits points d'humour. Voilà, et généralement, le cerveau, quand il regarde ces fresques-là, se rappelle de beaucoup plus de choses que ce qui est écrit sur la fresque. C'est juste pour celui qui a vécu l'événement, un moyen mémotechnique pour se rappeler beaucoup de choses. Voilà. Et après, il y a la partie formation. Donc ça me fait me déplacer. Ça m'a fait déplacer à Carcassonne l'autre jour dans un lieu idéal, superbe, dans la cabane, au niveau des cabanes dans les arbres, avec des belles salles, avec des grands groupes de personnes, puisque maintenant on se réunit de nouveau. Alléluia là-dessus. Ou à TBS, Toulouse Business School, ou voilà. Moi, j'aimerais travailler plutôt géolocalement si c'est possible, ou de temps en temps aller dans des hackathons, par exemple à Nantes en novembre, pour accompagner là cette fois des équipes, mais dans leur communication qu'elles vont devoir faire pour pitcher leur projet. Et après, il y a la partie facilitation graphique, enfin formation à la facilitation graphique. Donc, soit en intra pour pouvoir accompagner les entreprises et les équipes d'entreprises dans des team building sous forme de formation pour monter en compétence sur la facilitation graphique et avoir les bases de ce qu'est la communication visuelle. Ou alors, pour les petites entreprises ou les indépendants, je vais créer aussi l'année prochaine des petites formations individuelles. Donc, j'ai aussi créé une société de formation. Donc, j'ai un numéro de formateur aussi. Et donc, je peux aussi livrer des petites formations maintenant officiellement aux gens qui ont envie de recevoir cette compétence. Dans le go ou no-go de quelque chose comme ça, en fait, quand on décide d'y aller, moi, il y a j'ai un collègue que j'avais rencontré à un événement il n'y a pas si longtemps que ça, mais il me disait, mais oui, mais moi aussi, j'ai beaucoup envie de partir, mais je me sens pas prêt. Et j'ai dit, mais oui, en fait, si tu te sens pas prêt, c'est que tu n'es pas encore prêt. Mais à un moment donné, tu le sentiras. Parce que ça fait 1 an et demi que maintenant, tu vois, avant de vraiment m'envoler, j'ai eu des clients sur les 3 activités que je veux faire, je veux explorer, où j'ai facturé, j'ai eu des échanges, il y a eu des échanges commerciaux, des choses interactives, beaucoup d'interactions avec des clients depuis 1 an et demi, et ça a maturé mon projet aussi. Ça m'a conforté dans le fait que oui, je peux y arriver dans les 3 domaines, j'arrive à vendre ce que j'ai envie de vendre aussi dans les 3 activités que je souhaite proposer. Ça m'a conforté dans l'idée juste de me dire, bah oui, en maturité, tu es mature dans les 3 domaines. Et donc, cette confiance que tu acquiers au fur et à mesure, elle te fait dire, oui, c'est bon, c'est l'année, ou c'est pas encore. Je pense qu'il faut quand même il faut sentir cette maturité monter et cette confiance en toi monter à un moment donné. Et oui, certes, il y a toujours cette petite peur de se dire, ah, à partir d'un certain moment, je ne vais plus avoir de salaire et il va falloir que je me débrouille avec moi-même. Donc, il faut le préparer, en fait. Et ça se prépare sur 1 an, je pense, cette montée. Alors, en réservant aussi un petit cumul d'argent pour pouvoir pallier des fois, il va y avoir aussi des mois où peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être au début, j'en sais rien, mais en tous les cas, il faut le prévoir. Donc, prévoir un petit cumul d'argent, préparer un minimum pour pouvoir vivre ça tranquillement et sereinement et payer les factures. Et se préparer aussi mentalement et monter en maturité sur la préparation de oui, là, c'est bon, je me le sens d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller, quoi. Top. Peut-être pour finir, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose de particulier qui t'a étonné peut-être en découvrant le monde du freelancing? Moi, c'est les gens que je rencontre qui sont freelance qui m'inspirent, en fait. Et plus j'en rencontre et plus j'ai envie d'y aller. Et des personnes aussi comme Caroline Roussel, que tu connais aussi probablement ou pas, Oui. hein,
oui, hein. Mais qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie aussi d'aller plus loin, de me dire, mais oui, Alain, tu en vaux la peine, un talent. Et ces gens-là, au fur et à mesure, quand on te renvoie aussi un retour comme ça, ils sont inspirants et tu as envie de suivre leurs pas. Mm. Et c'est ça qui me donne envie d'aller vers ce monde-là aussi. C'est de moi aussi euh, leur faire confiance aussi et renvoyer la confiance qu'ils ont en moi, en leur montrant que je suis capable aussi de faire ça. Et quand on t'observe travailler, en fait, on n'a pas le sentiment que tu travailles tout seul, on a le sentiment que tu t'appuies vraiment sur un réseau, enfin, t'as tout un environnement, un écosystème autour de toi que tu es en train de construire avec ton nouveau métier, mais qui vient aussi, qui transpire un petit peu aussi de ton ancienne expérience professionnelle, quoi. Tu donnes pas le sentiment de claquer la porte et tout recommencer violemment à zéro. Tu fais vraiment cette transition très très douce, très constructive. Ça donne un peu le sentiment d'un jardinier qui observe ses petites fleurs et qui fait attention à chaque détail et qui donne le temps à chaque détail d'évoluer tranquillement. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Oui, oui, je le ressens aussi. Et c'est vrai qu'à travers le réseau et les rencontres que j'ai fait en entreprise, effectivement, il s'est tissé pas mal de liens. Donc, le réseau LinkedIn s'est étoffé, on va dire, avec aussi beaucoup de liens interconnectés, avec pas forcément des réseaux lesquels je travaillais, mais qui sont et des gens qui ont suivi aussi en fait ce que je fais au fur et à mesure. Et j'en ai même pas pris conscience, mais au fur et à mesure que ce réseau augmentait, en fait, des gens te suivent, mais tu le sais même pas. Et mais je pense que du coup, oui, ce réseau-là qui s'est tissé depuis maintenant même plus de 7 ans, il est vital pour continuer et pour aller de l'avant aussi, parce qu'effectivement, c'est ce réseau-là qui réagit, qui rebondit sur ce que tu fais et qui te renvoie aussi une certaine visibilité finalement dans une nouvelle activité quand tu te lances dans une nouvelle activité. Et oui, et ça, je pense qu'il faut pas l'amoindrir, cette importance du réseau. On me l'a toujours dit, moi, quand j'avais commencé, quand j'avais quitté ma dernière boîte, j'avais voulu déjà commencer à faire un métier en freelance, en tant que lean expert sur la région toulousaine. On m'avait déjà transmis le fait que le réseau est important et j'en ai pris de plus en plus conscience et je l'ai travaillé effectivement ce réseau au fur et à mesure pour que ça devienne une base solide. Et effectivement, les relations comme on me disait souvent, les gens ensuite que tu as dans ton réseau sont des gens qui vont te prescrire, on appelle ça des prescripteurs. C'est eux qui te prescrivent. Ah, mais tu connais pas Alain Merville? Ah oui. Ah tiens, tu cherches quelqu'un. Et en fait, on se rend pas compte de la puissance de ce réseau-là. Et il est hyper important quand tu développes après ton activité. Et pas rester dans une cave du tout, par contre. Et le côté visibilité, pour moi, est très important. En tous les cas, l'optique d'être visible est un élément clé du marketing qui va se développer au fur et à mesure l'année prochaine. En tous les cas. On te souhaite de bien développer ton activité l'année prochaine, en 2023. Merci pour tout ce que tu as partagé. C'est intéressant de voir aussi voilà, le saut dans l'entrepreneuriat, mais d'une autre façon, un peu plus slow, si on veut, mais très intéressante aussi. Tranquillement, mais sûrement, effectivement, oui, c'est ça. Mais merci, Lucie, pour avoir parlé. Merci, Alain. Et belle journée.